La perspective allemande de la Seconde Guerre mondiale, le fracas du poids de l'acier, a transformé en un soupir le destin de tout un continent, en 1939. La machine de guerre, la plus sophistiquée de son temps, s'est mise en marche poussée par une idéologie qui promettait une renaissance et a fini par récolter des cendres. Ce ne fut pas seulement un mouvement de troupes. Ce fut l'éveil d'une tempête qui allait entraîner des millions de personnes vers un abîme d'ambition, de discipline et de tragédie absolue à mesure que les frontières s'effaçaient sous l'avancée de la Blitzkrieg. Le monde observait avec stupeur comment une nation cherchait à redéfinir l'ordre mondial par le biais de la Wehrmacht cependant. Au-delà des grandes flèches sur les cartes des généraux, se cache l'histoire humaine de ceux qui ont habité l'épicentre du conflit. Ce documentaire explore la Seconde Guerre mondiale du point de vue allemand, en analysant tout depuis la ferveur initiale des victoires éclairs jusqu'au désespoir dans les ruines de Berlin. Comprendre ce chapitre est vital dans notre présent, car il nous enseigne comment les sociétés les plus avancées peuvent être séduites par l'extrémisme et la désolation. Nous explorerons les témoignages, la stratégie et la chute d'un empire qui a marqué le XXe siècle à jamais. Si vous cherchez une vision profonde et rigoureuse sur les clairs-obscurs de l'histoire militaire, je vous invite à nous accompagner dans ce parcours complet. Restez jusqu'à la fin. Pour comprendre les leçons que le passé tente encore de nous murmurer, et abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes historiques. Pour approfondir les racines de ce récit, nous devons voyager dans le passé jusqu'à cet instant où la fumée de la Grande Guerre s'est dissipée pour révéler un paysage de désolation que nous pouvions à peine comprendre. Allons d'abord en Allemagne, après la Première Guerre mondiale, le terrain où naît le conflit après le silence des canons en 1918. Le peuple allemand s'est retrouvé à habiter une réalité qui ressemblait à une trahison de l'histoire elle-même. Le traité de Versailles, signé dans les salons de cristal de France, ne fut pas perçu dans les rues de Berlin comme un accord de paix, mais comme une sentence cherchant à effacer l'âme d'une nation en étant obligée d'accepter la clause de culpabilité de guerre. L'Allemagne a non seulement perdu des territoires stratégiques et des ressources vitales, mais elle a aussi été dépouillée de sa dignité aux yeux du monde. Cette humiliation nationale a agi comme un poison silencieux qui s'est infiltré dans chaque foyer, transformant la fierté en un ressentiment piquant qui cherchait désespérément une issue à mesure que les saisons passaient. Les conséquences économiques de ce diktat ont commencé à se manifester avec une cruauté sans précédent. L'hyperinflation du début des années 1920 est devenue un monstre dévorant la réalité quotidienne. Les économies de toute une vie s'évaporaient en quelques heures, et le papier-monnaie a perdu son but original pour devenir guère plus que du papier pour allumer les poêles ou des jouets pour les enfants. Cette érosion de la valeur matérielle a entraîné avec elle la stabilité mentale de la classe moyenne, qui s'est vue submergée dans une mer d'incertitude. Le chômage massif qui frappait les villes comme une peste persistante a non seulement vidé les poches des travailleurs, mais leur a arraché leur sens d'identité et de but, laissant des millions d'hommes errer dans des rues grises, le regard perdu et le cœur plein d'une amertume que personne ne semblait vouloir écouter. La perte d'identité fut peut-être la blessure la plus profonde de toute une nation qui s'était considérée comme le sommet de la culture, de la musique et de la science, se voyait maintenant comme un paria international. Une expérience ratée de démocratie sous la fragile République de Weimar. Dans ce vide d'autorité et de sens, le tissu social a commencé à s'effilocher, créant un espace où le désir d'un passé glorieux et la haine envers les responsables réels ou imaginaires de leur misère sont devenus la seule boussole disponible. Les conditions de vie sont devenues si insupportables que la population a commencé à envisager des solutions qui auraient semblé impensables.
auparavant préparant le terrain psychologique pour que les idées les plus radicales fleurissent comme la seule forme de salut face à l'abîme, alors que le mécontentement se transformait en un rugissement sourd au cœur de la société. Les ombres du passé ont commencé à s'allonger, permettant qu'une nouvelle voix commence à murmurer des promesses d'ordre et de renaissance. Au milieu de la tempête, l'ascension d'Adolf Hitler et du parti nazi, une promesse dans l'obscurité. Dans ce scénario de désespoir absolu, a surgi une figure qui a su lire les battements de l'angoisse populaire avec une précision presque surnaturelle. Adolf Hitler ne s'est pas présenté devant les masses comme un politicien conventionnel, mais comme le miroir où une nation humiliée pouvait se revoir forte et unie grâce à une propagande magistralement orchestrée. Le parti nazi a transformé la politique en une expérience presque religieuse, où les symboles, les lumières et la mise en scène étaient conçus pour annuler le jugement critique et éveiller les émotions les plus primaires. Les discours d'Hitler, chargés d'une énergie électrique et d'un magnétisme hypnotique, offraient un coupable pour chaque malheur, était une solution pour chaque peur, faisant en sorte que le citoyen ordinaire sente qu'enfin quelqu'un parlait en son nom. Le contrôle du message fut absolu et enveloppant, utilisant chaque moyen disponible pour saturer la conscience publique avec la vision d'un nouveau destin. On utilisa avec une grande efficacité la peur du communisme et du chaos social qui émanait des luttes de rue, positionnant le nazisme comme le seul rempart capable de protéger la propriété privée et la tradition allemande face à la supposée menace bolchevique. Ce récit de nous contre eux a simplifié la complexité des problèmes nationaux en une bataille épique entre la lumière et l'obscurité où la discipline des chemises brunes promettait de restaurer la paix dans les villes que la démocratie n'avait pas pu garantir pour un peuple épuisé par l'instabilité parlementaire. L'idée d'un leadership fort et décidé est devenue infiniment plus attrayante que la liberté individuelle. Le rôle de la jeunesse et des masses fut fondamental dans cette transformation, car le mouvement nazi a su leur offrir quelque chose que le système précédent leur avait refusé, l'appartenance et l'héroïsme. On créa des organisations qui enveloppaient la vie entière de l'individu, de l'enfance à la maturité, favorisant une loyauté inconditionnelle qui transcendait la raison. Beaucoup d'Allemands, dans leur désir de laisser derrière eux la misère de Versailles, ne percevaient pas Hitler comme un dictateur venu imposer sa volonté, mais comme un sauveur providentiel envoyé par le destin pour reconstruire les murs tombés de la patrie. Cet aveuglement volontaire, nourri par l'espoir de récupérer le pain et l'honneur, a permis qu'une structure de pouvoir totalitaire s'établisse avec le consentement de ceux qui, ironiquement, cherchaient désespérément une liberté que seul l'ordre semblait pouvoir leur fournir avant d'avancer. Rappelez-vous que vous pouvez profiter de narrations complètes comme celle-ci, en les téléchargeant depuis le lien disponible dans la vidéo, et ainsi vous pourrez en profiter à tout moment et sans interruption gênante. Par des publicités, maintenant bien, en continuant à mesure que la ferveur des promesses de bien-être commençait à se matérialiser dans les rues. Un processus silencieux mais implacable a commencé que nous connaissons aujourd'hui comme la transformation de l'État allemand. Ce qui fut autrefois une démocratie vibrante, bien que blessée, a commencé à s'évanouir pour laisser place à une architecture de pouvoir absolu où chaque engrenage de la société devait tourner en parfaite synchronie avec la volonté d'un seul homme. Cette métamorphose de république à machine totalitaire ne s'est pas produite du jour au lendemain, mais fut le résultat d'une chirurgie sociale profonde, conçue pour extirper toute trace de pensée indépendante, et la remplacer par une loyauté aveugle envers l'État. La première étape de cette grande reconstruction fut l'élimination systématique de l'opposition politique après l'incendie du Reichstag.
Les libertés civiles furent suspendues en un soupir, permettant au régime de poursuivre ses rivaux sous le manteau de la sécurité nationale. Les partis politiques des socialistes aux conservateurs traditionnels furent dissous ou absorbés par le parti unique, tandis que les voix les plus courageuses finissaient dans les ombres. Des premiers camps de concentration, dans ce nouvel ordre-là, politique a cessé d'être un débat d'idées pour devenir un serment d'obéissance. Il n'y avait pas de place pour la nuance, car toute ombre de dissidence était interprétée comme un acte de trahison contre la renaissance de la patrie. Une fois le chemin politique dégagé, le régime a étendu ses mains vers les piliers qui soutiennent l'esprit d'une nation, le contrôle de la presse, de l'éducation et de la culture. La radio, qui était alors la technologie la plus avant-gardiste, s'est installée dans chaque foyer allemand. Non seulement comme un moyen de divertissement, mais comme l'écho constant de l'idéologie officielle. Les journaux qui offraient auparavant une pluralité de perspectives se sont transformés en bulletins de victoire et de propagande, où la réalité était façonnée pour s'ajuster au récit du régime dans les salles de classe. L'avenir de l'Allemagne fut modelé avec une précision effrayante. Les manuels scolaires furent réécrits pour exalter la supériorité raciale et le culte de la personnalité, assurant que l'éducation des jeunes ne soit pas un chemin vers la connaissance, mais un entraînement pour la dévotion et le sacrifice. La culture elle-même, du cinéma à l'architecture, fut purgée de ce que l'État considérait comme de l'art dégénéré, ne permettant que les expressions et célébrant la force, la pureté et le destin héroïque du peuple germain, pour assurer que cette harmonie ne soit pas perturbée par le moindre murmure de rébellion. On a perfectionné un outil de terreur discrète. La Gestapo et le système de surveillance. Cette police secrète n'opérait pas seulement depuis les bureaux du gouvernement, mais habitait dans la suspicion, entre voisins et le silence lors des dîners familiaux. La surveillance n'était pas seulement externe, elle est devenue une surveillance de l'âme. On a favorisé un climat où la dénonciation était vue comme un devoir civique, et où un mot mal interprété ou une blague sur le leadership pouvait signifier la disparition définitive. La Gestapo est devenue le fantôme qui surveillait les conversations dans les cafés et au coin de rue, faisant en sorte que le citoyen ordinaire devienne son propre geôlier par peur des conséquences de la désobéissance. Cependant, face au jugement de l'histoire, surgit toujours la même question. Inquiétante que savaient réellement les citoyens ordinaires. Il est tentant d'imaginer que la population vivait dans un état d'ignorance absolue, mais la réalité est beaucoup plus complexe et humaine. Les Allemands, ordinaires, voyaient les nouvelles autoroutes. La baisse radicale du chômage et le retour de la loi et de l'ordre dans leurs rues. Beaucoup ont choisi de regarder ailleurs lorsque leurs voisins juifs ou dissidents disparaissaient et convaincus que le progrès national exigeait certains sacrifices inconfortables. Bien que les détails techniques de l'extermination finale n'étaient pas encore du domaine public. L'ambiance d'exclusion et la violence des lois raciales étaient visibles en plein jour. La majorité des citoyens n'étaient pas des monstres, mais des personnes qui, dans leur désir de retrouver la sécurité et la fierté, ont permis que leur boussole morale soit remplacée par l'efficacité de la machine étatique. On a accepté la perte de la liberté, en échange de la promesse d'une prospérité qui, pour la première fois depuis des décennies, semblait être à portée de main. Avec le temps, cette transformation interne a doté le pays d'une cohésion interne sans précédent, mais a aussi créé une impulsion cinétique qui ne pouvait s'arrêter à l'intérieur des frontières nationales. La machine ne cherchait plus seulement l'ordre domestique, mais maintenant, avec son esprit renouvelé et ses industries à plein régime, elle se préparait à projeter son ombre sur la carte de l'Europe. À mesure que le contrôle interne devenait absolu, l'énergie de la nation a cessé de se tourner uniquement vers l'ordre domestique pour nourrir une nouvelle et colossale ambition qui allait marquer le destin du monde
au cœur de la décennie. 1930. L'Allemagne a vécu une métamorphose que beaucoup de citoyens ont qualifiée de miraculeuse. Un phénomène que nous comprenons aujourd'hui comme la récupération économique à travers l'industrie militaire, les cheminées des usines de la Ruhr, qui étaient restées froides et silencieuses pendant les années de dépression. On commençait à cracher une fumée dense qui, pour l'ouvrier allemand, n'était pas de la pollution, mais le souffle de la prospérité. Retrouver le chômage, qui avait été une plaie ouverte et purulente, a été guéri par la création d'emplois dans la construction d'armements de chars et d'avions. Cette embellie n'était pas le fruit d'un commerce sain, mais d'un virage radical vers une économie de guerre en temps de paix, où chaque marque investie était destinée à forger l'acier qui traverserait bientôt les frontières. Cette résurrection matérielle est venue accompagnée d'une chorégraphie de pouvoir qui a rendu la fierté nationale et les défilés à la vie publique. Les places des villes étaient inondées d'étendards et d'uniformes parfaitement alignés, créant une esthétique d'invincibilité qui guérissait les cicatrices de l'humiliation de 1918 pour l'Allemand. Moyen, voir ces démonstrations de force ne générait pas de peur, mais un sentiment d'appartenance et de sécurité. C'était le retour de la dignité perdue sous le traité de Versailles. Le fracas des bottes sur le pavé est devenu le battement de cœur d'un pays qui se sentait enfin maître de sa propre volonté. Dans ce scénario, la Wehrmacht a surgi comme un symbole d'honneur et de discipline, une institution qui incarnait les vertus traditionnelles du soldat prussien combinées à la technologie la plus avant-gardiste. L'armée n'était pas vue comme un instrument de tyrannie, mais comme le gardien de la culture germanique et le bouclier qui protégerait le peuple des menaces extérieures à mesure que les arsenaux se remplissaient et que les cartes tactiques se déployaient une sensation de destinée. Manifeste s'est installé dans l'atmosphère, le peuple percevait la guerre comme inévitable. Non pas nécessairement parce qu'il la désirait avec une soif de sang, mais parce que la propagande les avait convaincus que l'Allemagne était encerclée par des ennemis qui ne permettraient pas sa croissance. Le récit officiel présentait le conflit non comme une agression, mais comme une réponse nécessaire pour assurer l'espace vital que le peuple allemand méritait par droit historique. Cette résignation collective, mêlée à l'enthousiasme des nouvelles victoires économiques, a préparé les cœurs. Pour le moment où les mots se transformeraient en poudre. Quand la tension accumulée aux frontières a atteint son point de rupture. La théorie du conflit s'est dissoute pour laisser place à la réalité assourdissante des canons qui marquant la fin de l'attente. Et le début du feu le 1er septembre 1939. Le monde a changé pour toujours avec l'invasion de la Pologne. Vu depuis l'Allemagne pour le citoyen à Berlin ou Munich, la nouvelle n'est pas arrivée comme un acte d'invasion non provoqué, mais comme une contre-attaque défensive. Le récit officiel face à la réalité fut orchestré avec une précision chirurgicale par l'appareil de propagande qui a diffusé des histoires sur de supposées atrocités polonaises contre les minorités allemandes et un assaut fin sur une station de radio frontalière pendant que les chars traversaient la frontière. Les haut-parleurs sur les places proclamaient que l'Allemagne répondait enfin à la provocation. Cette distorsion a permis à de nombreux civils d'accepter le début des hostilités avec la conscience tranquille, croyant que leur nation agissait sous une justice morale incontestable. À l'intérieur des foyers et des casernes, la réaction des soldats et de leurs familles fut un mélange complexe d'émotions contradictoires. Il n'y eut pas la joie effrénée vue en 1914 à la place. Il y avait une détermination sombre et une ferveur disciplinée. Les jeunes soldats imprégnés de l'idéologie de la supériorité et de l'invincibilité
marchaient avec la conviction qu'ils participaient à une geste historique qui définirait les 1000 prochaines années leur famille, bien que craintives, pour le bien-être de leurs fils et maris, s'accrochaient à la confiance que le régime leur avait insufflée. Il existait une croyance généralisée que ce serait une guerre courte, une campagne éclair qui mettrait à genoux les adversaires avant que l'hiver ne puisse montrer son visage, la rapidité de la victoire en Pologne, qui est tombée, en à peine quelques semaines, a semblé confirmer cette illusion, nourrissant l'idée que la nouvelle armée allemande était une force imparable face à laquelle le vieux monde n'avait aucune défense. L'euphorie de ses premiers succès militaires cachait cependant l'ampleur de l'abîme qui s'ouvrait sous leurs pieds, alors que les trains revenaient chargés de butin et de nouvelles de gloire. Peu soupçonnaient que ce qui avait commencé comme une campagne frontalière deviendrait bientôt une conflagration mondiale qui dévorerait non seulement ses ennemis, mais la nation même, qui célébrait aujourd'hui ses premières victoires. À mesure que l'écho de la campagne polonaise résonnait encore dans les chancelleries européennes. L'armée allemande se préparait à étonner le monde avec une démonstration de vitesse et de puissance que nous rappelons aujourd'hui comme le moment des premières victoires et de la confiance excessive, au printemps 1940. La nation se trouvait plongée dans un état d'ivresse collective, observant comment les frontières, qui avaient résisté pendant des années durant la Grande Guerre, s'effondraient maintenant en quelques jours. Ce n'était pas seulement une série de triomphes militaires. C'était la sensation que les lois du temps et de l'espace avaient été réécrites par la volonté germanique, créant un mirage d'omnipotence qui allait altérer pour toujours le cours du conflit. L'exécution de la Blitzkrieg en Europe occidentale a représenté le zénith d'une nouvelle façon de comprendre la violence organisée. Contrairement aux tactiques statiques du passé, la guerre éclair fonctionnait comme un organisme vivant, où la communication par radio, l'aviation en piqué et les divisions blindées agissaient dans une synchronie presque parfaite en mai 1940. Le monde a contemplé avec incrédulité comment la machine allemande traversait les forêts des Ardennes, un terrain considéré impénétrable par les stratèges français. Cette manœuvre de flanquement a non seulement brisé les lignes ennemies, mais a fracturé le moral des Alliés qui se sont vus piégés dans un tourbillon de mouvements, qu'ils ne pouvaient ni prédire, ni contenir. La chute de la France, des Pays-Bas et de la Belgique s'est produite avec une rapidité qui défiait toute logique préalable. En à peine 6 semaines, l'armée française, considérée par beaucoup comme la plus puissante d'Europe, s'est désintégrée. Et l'image des soldats allemands défilant sous l'arc de triomphe à Paris est devenue la preuve définitive qu'un nouvel ordre était arrivé pour le citoyen allemand qui écoutait les bulletins spéciaux à la radio, interrompus par des fanfares de trompettes. Ces nouvelles étaient une revendication historique. Les Pays-Bas et la Belgique, malgré leur neutralité, furent balayés par l'avancée incontenable, laissant la Grande-Bretagne isolée sur son île. Le sentiment dans les rues d'Allemagne était d'une gratitude presque mystique envers son leadership. Il semblait que le stigmate de 1918 avait été effacé d'un trait de plume et que le sacrifice de la génération précédente trouvait enfin son sens dans ce triomphe éclair. Ce succès, sans précédent, a nourri un profond sentiment de supériorité militaire qui a pénétré profondément tant le haut commandement que le soldat d'infanterie. On a commencé à cultiver l'idée que le soldat allemand possédait une qualité intrinsèque, un mélange d'audace technique et de vigueur spirituelle qui le rendait invulnérable face à tout adversaire. Cette conviction ne se limitait pas à la propagande. Les généraux eux-mêmes ont commencé à croire que leur méthode était infaillible et qu'aucune force sur terre ne pourrait résister à la poussée de leur panzer. La discipline et l'efficacité se sont transformées en une sorte d'arrogance professionnelle
où l'on méprisait la capacité de récupération des ennemis et ignorait les limitations logistiques que la croissance de l'Empire commençait à imposer. Cependant, ce fut précisément ce climat d'infaillibilité qui a commencé à semer les graines du désastre, car ces victoires ont obscurci le jugement stratégique de manière irréversible, en ayant vaincu la France avec tant de facilité. Le commandement allemand est arrivé à la conclusion erronée que les futurs conflits suivraient le même schéma d'effondrement rapide. Cette confiance excessive a conduit à une planification négligente pour les campagnes à venir, particulièrement en ce qui concerne l'immensité de l'Union soviétique. On a supposé que si le cœur de l'Europe était tombé en quelques semaines, tout autre opposant s'effondrerait après le premier coup, contondant la logistique, la production industrielle à long terme et la crue. Réalité d'un hiver prolongé furent sacrifiés sur l'autel de la gloire immédiate. Le succès à l'Ouest ne fut pas seulement une victoire militaire. Ce fut le bandeau doré qui a empêché l'Allemagne de voir qu'elle s'enfonçait dans un tunnel dont la sortie était bloquée par l'immensité d'un monde qui commençait à s'unir contre elle avec le continent à ses pieds et le drapeau à croix gamé flottant des Pyrénées. Jusqu'à la Manche, le régime a senti que le destin lui appartenait complètement, mais au milieu des toasts et des célébrations à Berlin. Une ombre beaucoup plus vaste commençait à se projeter depuis l'Est, où l'espace infini et un ennemi silencieux attendaient le moment où l'ambition allemande déciderait de faire le pas définitif vers sa propre transformation, en cendres, sous la surface des grandes cartes tactiques et des communiqués de victoire qui inondaient les fréquences. Radio se trouvait la véritable colonne vertébrale du conflit, la vie quotidienne en Allemagne. Pendant la guerre, durant les premières années, le régime s'est efforcé de maintenir une apparence de calme et de prospérité, essayant de protéger la population civile des privations qui avaient défini la défaite en 1918. Cependant, cette réalité oscillait constamment entre la normalité et le contrôle. Une danse précaire où le citoyen moyen essayait d'acheter du pain et d'élever ses enfants, pendant que l'État surveillait chacun de ses gestes. La vie est devenue un équilibre délicat entre l'accomplissement du devoir patriotique et l'instinct primaire de survie dans une nation qui peu à peu se transformait en une forteresse assiégée. Le paysage quotidien fut profondément altéré par le rationnement, le travail et la propagande constante, à la différence du chaos économique de l'après-guerre précédente. Le gouvernement nazi a mis en œuvre un système de cartes de rationnement extrêmement organisé, dès le début des hostilités. Posséder une de ces cartes était en essence la seule garantie d'existence. Chaque gramme de beurre, chaque tranche de pain et chaque morceau de viande étaient comptés et gravés sur le papier. Le travail a cessé d'être un choix pour devenir une mobilisation totale. Les usines opérant maintenant 24 heures sur 24 dévoraient le temps des citoyens, tandis que la propagande de Goebbels s'infiltrait jusque dans les détails les plus insignifiants de la vie privée. Les affiches au coin de rue avertissaient que l'ennemi écoute et les transmissions radio mélangeaient la musique de Beethoven avec des rapports de guerre qui, bien que de plus en plus sombres, s'habillaient toujours du vêtement de l'héroïsme et de l'inévitabilité du triomphe avec la majorité des hommes jeunes et d'âge moyen envoyés dans les steppes de Russie ou les déserts d'Afrique. Le poids de maintenir la société debout est retombé sur les femmes, les enfants et les personnes âgées sur le front intérieur. L'image idéalisée de la femme allemande, comme gardienne du foyer, a dû s'adapter à la crue, nécessité de la production de guerre. Les mères, qui étaient auparavant encouragées à se consacrer exclusivement à l'éducation, se sont vues maintenant face aux machines des usines de munitions, maniant l'acier avec la même détermination avec laquelle elles géraient auparavant leur foyer, les enfants. Pour leur part, ont grandi dans une atmosphère saturée de militarisme. Les jeunesses hitlériennes n'étaient plus seulement un club d'activité,
mais en un entraînement pour une maturité qui arriverait de façon prématurée dans les tranchées. Les personnes âgées qui se souvenaient de l'horreur de la Grande Guerre observaient avec un mélange de fierté et de crainte comment leurs petits-enfants collectaient des métaux et des vêtements de laine pour les soldats. Au front, transformant chaque petit geste en un acte de résistance civile. Cependant, le voile de sécurité que le régime promettait s'est déchiré définitivement avec l'arrivée des bombardements alliés et les abris anti-aériens, la guerre qui, pendant longtemps, fut quelque chose qui se passait dans des terres lointaines, est descendue du ciel avec une violence assourdissante. Les sirènes anti-aériennes sont devenues la bande sonore des nuits allemandes. Une plainte mécanique qui obligeait des familles entières à courir vers les sous-sols et les bunkers en béton dans l'obscurité de ces abris. L'odeur d'humidité et la peur se mélangeaient, tandis que les murs tremblaient sous les explosions extérieures. Les villes autrefois fières de leur architecture historique ont commencé à se transformer en squelettes de cendres et de décombres. Le citoyen ordinaire ne lisait plus seulement sur la guerre. Il la respirait dans la poussière de ses propres maisons détruites et la voyait dans la lueur des incendies qui illuminaient l'horizon nuit après nuit. Ce fut dans ces moments de pénombre que la guerre a commencé à se sentir à la maison d'une manière qu'aucune propagande ne pouvait cacher la victoire finale que promettait que les haut-parleurs commençaient à sonner creux face à la réalité des tables vides et des télégrammes de décès qui arrivaient avec une fréquence terrifiante. Le sentiment d'invincibilité de 1940 s'est dissous dans une fatigue chronique et une désillusion silencieuse. Les Allemands ont commencé à se rendre compte que le prix de l'ambition de leurs dirigeants ne se paierait pas seulement aux frontières, mais dans la sécurité de leurs propres chambres, à coucher, et dans l'avenir de leurs enfants. La vie quotidienne n'était plus une recherche de progrès, mais une résistance agonisante contre l'effondrement imminent d'un monde qu'ils avaient eux-mêmes, par action ou omission. Aider à construire le silence qui suivait chaque bombardement n'était pas seulement l'absence de bruit, mais le présage d'une fin qui s'approchait de tous les points cardinaux, laissant la population civile dans une attente angoissante de ce que le destin désormais sans masque leur avait préparé l'horizon de l'Est, une immensité qui défiait de la logique de toute carte européenne. Est devenu le scénario où le destin de l'Allemagne cesserait d'être une marche triomphale, pour se transformer en une lutte agonisante pour la survie. Avec l'exécution de l'opération Barbarossa, le haut commandement allemand a non seulement lancé une campagne militaire, mais a déchaîné une force élémentaire qui finirait par consumer les fondations mêmes de son pouvoir pour le soldat de la Wehrmacht, traverser la frontière soviétique en juin 1940. Essin représentait l'accomplissement d'une mission presque mystique. La conquête de l'espace vital et la destruction définitive du bolchevisme. Cependant, ce qui a commencé sous le soleil radieux d'un été qui promettait la gloire s'est bientôt révélé comme le début de la fin, un piège géographique et humain de dimension incommensurable, qu'aucune théorie de la Blitzkrieg n'avait prévu avec honnêteté. L'invasion de l'Union soviétique fut planifiée comme le coup de grâce qui consoliderait l'hégémonie germanique sur le continent. Un assaut massif impliquant plus de 3 millions d'hommes, des milliers de chars et une aviation qui semblait maîtresse du ciel dans les premières semaines. L'avancée fut si vertigineuse que l'optimisme à Berlin a atteint des niveaux de délire. Les colonnes de prisonniers soviétiques se contiennent par centaines de milliers, et les villes tombèrent comme des pièces de domino dans une chorégraphie de destruction efficace. Et les communiqués de presse parlaient d'un ennemi effondré et d'une victoire qui serait atteinte. Avant que les feuilles des arbres ne commencent à tomber, mais derrière cette façade de succès total, l'immensité du territoire russe a commencé à engloutir l'énergie des divisions allemandes,
Contrairement aux campagnes à l'ouest, où les distances étaient gérables et les infrastructures modernes les offraient un labyrinthe de forêts infinies, de marais traîtres et de plaines qui semblaient ne pas avoir de fin, obligeant les soldats à marcher des distances qui épuisaient non seulement leur corps, mais leur perception de la réalité en analysant les attentes allemandes face à la réalité. Le contraste s'avère déchirant pour ceux qui ont vécu la transition dans les tranchées. L'état-major avait supposé que l'Union soviétique était un édifice pourri qui s'effondrerait après le premier coup de pied dans la porte. On attendait une campagne de passe plus de 4 mois. Une supposition si arrogante que de nombreux régiments sont partis sans équipement d'hiver adéquat, convaincus qu'ils seraient de retour dans leur foyer pour Noël. La réalité, cependant, a montré un adversaire qui, loin de se rendre, pratiquait une politique de terre brûlée, détruisant tout sur son passage pour ne pas laisser une miette de subsistance à l'envahisseur. La résistance soviétique n'était pas seulement militaire, mais existentielle. Chaque village devenait un nid de résistance et chaque usine une forteresse. Le soldat allemand, qui avait été entraîné pour une guerre de mouvements rapides et de décisions élégantes, s'est retrouvé soudain dans une lutte d'usure brutale, où l'ennemi semblait jaillir de la terre avec une réserve humaine qui défiait tout calcul statistique du renseignement militaire à mesure que le calendrier avançait. Le climat, la logistique et l'usure humaine sont devenus des ennemis aussi mortels que les balles des francs-tireurs. Sibérien, l'arrivée de l'automne a apporté avec elle la Rasputitsa, la saison de la boue, qui a transformé les chemins en rivières, de fanges noires et collantes, arrêtant les chars et enfonçant les chevaux, jusqu'au poitrail, la logistique. Le système nerveux de toute armée a commencé à s'effondrer sous le poids des distances. Les approvisionnements en carburant, munitions et nourriture restaient bloqués à des centaines de kilomètres du front. Et alors est arrivé l'hiver 1940, et une force de la nature avec des températures qui sont descendues jusqu'à 40 degrés. Sous zéro, l'acier des armes se brisait. Les moteurs des camions gelaient et les soldats, encore vêtus de leurs uniformes d'été, ont commencé à succomber, non par le feu ennemi, mais par la gangrène et l'hypothermie. L'orgueil de la Wehrmacht s'est vu réduit à des hommes enveloppés dans des journaux et des couvertures volées, essayant de maintenir un feu allumé au milieu d'un néant blanc et hostile. Cette descente aux enfers a provoqué un choc psychologique d'une guerre sans limite dans l'esprit des combattants. Pour la première fois, le soldat allemand a compris qu'il n'était pas dans une guerre conventionnelle entre nations civilisées, mais dans une lutte d'extermination totale. La brutalité des ordres reçus qui permettaient l'exécution de commissaires politiques et le mauvais traitement de la population civile a dépouillé la guerre de toute trace de chevalerie ancienne. La peur d'être capturé par un ennemi qui n'offrait pas de quartier rajouté à la vision de ses propres camarades, mourant de faim et de froid, a transformé la psyché des troupes. L'enthousiasme initial fut remplacé par un engourdissement émotionnel, un regard des milliards qui voyaient la mort non comme une tragédie, mais comme une libération inévitable. Dans les lettres qu'ils envoyaient à la maison, on ne parlait plus de conquête glorieuse, mais de l'incompréhensibilité d'un paysage qui refusait d'être domestiqué et d'une solitude que le fracas des canons ne parvenait pas à combler. L'opération Barbarossa n'a pas seulement épuisé le matériel de guerre de l'Allemagne, mais a brisé la foi aveugle en l'infaillibilité du Führer, alors que les troupes se regroupaient devant les portes de Moscou, seulement pour être repoussées par une contre-offensive soviétique massive. Il est devenu clair, pour ceux qui savaient observer, que le temps des victoires faciles était terminé.
La machine totalitaire avait mordu plus qu'elle ne pouvait avaler, et dans l'immensité de l'Est, le mythe du surhomme germain a commencé à s'évanouir, laissant à sa place des millions d'hommes qui, pour la première fois, regardaient envers l'horizon et ne voyaient qu'une obscurité qui ne cessait de grandir. La confiance absolue qui avait soutenu le régime pendant les années de la Blitzkrieg s'était évaporée entre la neige et la boue. Et maintenant, la nation entière devait affronter l'effroyable soupçon que la guerre qu'ils avaient commencée avec tant de fanfare s'était transformée en un labyrinthe sans issue pour comprendre véritablement le cours de cette histoire. Il est nécessaire de s'éloigner des flèches des cartes et d'observer les visages couverts de suie de ceux qui tenaient les fusils en nous aventurant dans le monde du soldat allemand, et son vécu personnel au front derrière l'image monolithique d'efficacité que projetait la propagande. Existait une mosaïque d'êtres humains qui habitaient un espace de contradictions constantes, essayant de trouver un sens à leur existence. Au-delà de l'uniforme, la majorité de ces hommes n'étaient pas des figures en carton-pâte poussées seulement par l'idéologie, mais des individus qui naviguaient entre la loyauté envers leurs camarades, la terreur de la mort et la pression d'un système qui n'admettait pas le doute en analysant les motivations réelles pour combattre. On découvre que la ferveur nazie, bien que présente et puissante dans les unités d'élite et chez les soldats les plus jeunes, se diluait souvent face à la crue. Réalité de la tranchée pour le soldat d'infanterie. Moyen, la motivation principale n'était pas la conquête d'un empire millénaire, mais la camaraderie de première ligne. La peur de faillir à l'homme qui était à côté de lui, dans le trou de tirailleurs, était fréquemment plus forte que la peur des balles ennemies. On combattait pour la survie mutuelle, et pour un sens distordu du devoir professionnel à cela. S'ajoutait un patriotisme défensif nourri par l'État. On a convaincu beaucoup d'entre eux qu'ils luttaient dans les steppes russes pour éviter que les hordes bolcheviques n'arrivent aux portes de leur propre maison, en Saxe ou en Bavière. L'âme de ces combattants s'y restait gravée dans leurs lettres, journaux et témoignages qui servent aujourd'hui de fenêtre sur leur angoisse. Dans la poste militaire, le ton des missives a évolué d'une confiance arrogante en 1940 à un désespoir silencieux vers 1943. Dans leurs écrits, les soldats mentionnaient rarement les grands objectifs stratégiques du Führer à la place. Ils parlaient de la faim persistante du froid qui leur volait le sommeil et du désir piquant de revoir leur famille. Ces documents révèlent une lutte constante pour maintenir l'humanité dans un environnement qui cherchait à les déshumaniser, où le souvenir d'une épouse ou l'arôme d'un café devenaient les seuls ancrages, avec un monde qui se sentait de plus en plus irréel et lointain. Cette lutte interne générait un profond conflit entre devoir-peur et propagande. Le soldat allemand vivait dans un paradoxe. On exigeait de lui une discipline de fer et une foi aveugle en la victoire finale, tandis que ses yeux voyaient que la retraite constante et la supériorité matérielle des Alliés. La propagande essayait de combler le vide des défaites avec des mythes d'héroïsme sacrificiel, mais la peur de la punition pour défaitisme maintenait beaucoup à leur poste, plus que la conviction politique. On a créé une culture d'obéissance, où l'exécution des ordres s'est transformée en un refuge psychologique si l'on suivait simplement les règles. On n'avait pas à affronter la responsabilité morale des atrocités qui se produisaient autour de soi ou de l'inutilité de son propre sacrifice. Finalement, il existait des différences marquées entre officiers et soldats et du rang qui dictaient l'expérience du combat, tandis que les officiers, particulièrement ceux de carrière, s'accrochaient souvent à un code d'honneur prussien et à une vision tactique du conflit. Les soldats du rang subissaient la guerre de manière beaucoup plus physique et directe. Les officiers géraient sous la pression d'atteindre des objectifs impossibles, dictés depuis Berlin, se débattant parfois entre leur loyauté militaire et la réalité du front. Au contraire, le soldat de base vivait dans un état d'épuisement chronique.
se sentant souvent comme une pièce sacrificielle sur un échiquier qu'il ne comprenait pas, ce fossé s'accentuait à mesure que la guerre se perdait, car tandis que certains commandants continuaient de rêver de contre-attaques glorieuses, l'homme dans la boue rêvait seulement que le prochain projectile ne porte pas son nom gravé. Cette usure de l'esprit humain ne fut pas une chute soudaine, mais un processus lent d'érosion qui a commencé à s'accélérer quand le bruit des canons étrangers a cessé de s'entendre dans des terres lointaines et a commencé à résonner avec une clarté terrifiante à l'horizon de la propre patrie. En nous aventurant dans les entrailles de ce conflit, nous rencontrons inévitablement un abîme de désolation qui défie toute tentative de compréhension logique. Les crimes de guerre et l'Holocauste. Ce chapitre te représente sans aucun doute la partie la plus sombre de l'histoire allemande. Un moment où la civilisation a semblé reculer face à une barbarie technifiée et bureaucratique. Il ne s'est pas agi d'un éclat de violence spontanée ou du chaos propre à la bataille, mais d'un processus glacial et méticuleux qui a transformé la structure d'une nation moderne en une machine d'extermination pour comprendre comment on en est arrivé à ce point. Nous devons analyser non seulement les actes de cruauté en eux-mêmes, mais l'architecture de haine qui les a rendus possibles, et le silence qui les a enveloppés. Au centre de cette tragédie, nous devons nous demander quel rôle a joué l'État allemand comme moteur de l'anéantissement, à la différence d'autres génocides. Dans l'histoire, l'Holocauste fut une entreprise industrialisée, une extension de l'efficacité administrative poussée à son extrême le plus pervers. Chaque ministère des chemins de fer nationaux au bureau des finances est devenu un complice nécessaire. L'État n'a pas seulement autorisé les crimes, il les a organisés par des conférences, des budgets et une logistique de transport. La déshumanisation des victimes a commencé par des lois et des décrets qui, de manière graduelle, ont dépouillé des citoyens de leurs droits, de leurs biens et finalement de leur droit d'exister. Cette banalité du mal, comme la décriraient des penseurs postérieurs, a permis que des bureaucrates derrière des bureaux envoient des millions de personnes à la mort avec la même froideur avec laquelle on gère un réseau d'approvisionnement, transformant le meurtre de masse en une procédure standard de la machine gouvernementale. À mesure que les trains de marchandises traversaient le continent, surgit la question la plus douloureuse de toutes que s'avènent les civils. Et quand ont-ils commencé à percevoir l'ampleur de ce qui se passait, le récit de l'après-guerre a souvent tenté de projeter une image d'ignorance absolue. Mais la réalité historique est beaucoup plus nuancée et complexe. Bien que les détails techniques des chambres à gaz dans les camps de Pologne étaient protégés par le plus strict secret d'État. La persécution était un spectacle public. Les citoyens allemands ont vu comment leurs voisins étaient arrêtés en plein jour, comment leur commerce était pillé et comment les ghettos se remplissaient d'êtres humains privés de tout. La rumeur des massacres sur le front oriental s'infiltrait à travers les lettres des soldats qui, dans des moments d'angoisse ou d'ivresse, racontaient des scènes d'exécution massives, impossibles à oublier. La disparition de millions de personnes ne fut pas un événement invisible. Ce fut un vide croissant qui s'est installé au cœur de la société. Un secret de polichinelle que beaucoup ont préféré ne pas nommer, par peur que la vérité soit trop lourde à supporter. Ce phénomène a laissé place à une atmosphère dominée par le silence, le déni et la peur dans une société où la dénonciation était devenue une vertu civique et où la Gestapo surveillait. Chaque recoin posait des questions inconfortables était une sentence de mort. Le citoyen ordinaire a appris que la survie dépendait de sa capacité à regarder ailleurs. Ce silence ne fut pas toujours le produit de la méchanceté, mais d'une paralysie morale née de la terreur. On a créé une dissonance cognitive collective. D'un côté, on célébrait les victoires militaires et l'ordre retrouvé de l'autre. On ignorait la fumée qui émanait des camps et le sort de ceux qui avaient été marqués comme indésirables. Le déni est devenu un mécanisme de défense,
il était plus facile de croire à la propagande, qui présentait les transferts comme des relocalisations de travail, que d'accepter que son propre pays commettait un crime de proportion biblique. La peur n'était pas seulement envers le régime, mais envers sa propre conscience, qui exigeait une action que peu se sentaient incapables de prendre. En tombant le rideau sur le Troisième Reich, le monde a affronté le dilemme de la responsabilité collective contre individuelle qui était vraiment coupable. Seulement les hauts commandements qui ont signé les ordres, ou aussi le cheminot qui conduisait les trains, le garde qui surveillait le périmètre et le citoyen qui a gardé le silence les procès de Nuremberg ont tenté d'établir une ligne claire en jugeant les principaux leaders. Mais la tâche de la culpabilité s'étendait bien au-delà des sphères du pouvoir. La société allemande a dû composer avec l'idée que son soutien, ou au moins sa passivité, avait été le combustible du brasier, tandis que la responsabilité légale est individuelle. La responsabilité morale s'est sentie comme un poids qui retombait sur toute une génération. Ce débat reste vivant dans la mémoire actuelle, nous rappelant que le mal ne triomphe pas seulement par l'action des méchants, mais par l'indifférence de ceux qui se considèrent eux-mêmes comme des gens ordinaires. Cette descente aux ténèbres a laissé une cicatrice qui ne peut s'effacer avec le simple passage du temps, transformant pour toujours l'identité d'une nation qui est passée d'être le berceau de grands philosophes à être le théâtre de l'infamie. La plus grande du XXe siècle, l'Holocauste, ne fut pas un accident de l'histoire, mais la conclusion logique d'un chemin qui a commencé par l'exclusion et a fini dans la cendre, laissant une leçon éternelle sur la fragilité de l'éthique humaine face au pouvoir totalitaire, avec le poids de ses vérités, écrasant toute prétention de gloire. La guerre est entrée dans sa phase finale, où la destruction que l'Allemagne avait semée à l'étranger reviendrait dans ses propres villes, avec une furie purificatrice et dévastatrice, à mesure que les ombres de l'Est se faisaient plus longues et froides. La confiance aveugle, qui avait autrefois soutenu l'esprit de la nation, a commencé à se fissurer, laissant place à une réalité qui ne pouvait plus se cacher derrière les défilés et les fanfares. L'hiver 1943 a marqué une blessure qui n'arriverait jamais à cicatriser dans la psyché collective allemande. Le désastre de Stalingrad et l'effondrement du mythe d'invincibilité ont agi comme un tremblement de terre qui a secoué les fondations de chaque foyer des Alpes à la Baltique. Pour la première fois depuis des années, l'annonce à la radio ne fut pas une marche de victoire, mais un sombre roulement de tambour confirmant la reddition de la 6e armée, la chute d'une force militaire que l'on croyait imbattable. Ne fut pas seulement une perte tactique. Ce fut le moment où le citoyen ordinaire a compris que la guerre n'était pas un chemin vers la gloire, mais une descente vers un abîme sans fond. L'invincibilité. Cette auréole dorée qui entourait le régime s'est évanouie entre la neige ensanglantée de la Volga, laissant à sa place un doute corrosif que aucune parole de Berlin ne parvenait à calmer. Bientôt la nation entière s'est vue submergée dans une asphyxiante pénurie de ressources et d'hommes. Les levées n'appelaient plus seulement des jeunes dans la plénitude de leur vigueur, mais ont commencé à réclamer des pères de famille et des adolescents qui savaient à peine tenir un fusil l'économie qui avait autrefois promis. L'abondance s'est transformée en une diète de privation extrême. L'acier s'est devenu plus précieux que l'or, et le manque de carburant a immobilisé non seulement les chars, mais l'espoir de récupération. Cette pression constante a nourri une démoralisation progressive, une fatigue de l'âme qui se reflétait sur les visages de gris de ceux qui faisaient ne cela que pour un peu de charbon ou de pain. Les gens ne parlaient plus de conquête, mais de résistance, et le murmure de la défaite a commencé à circuler dans les abris, transformant la ferveur initiale en une résignation sombre face à ce panorama d'effondrement imminent.
l'appareil étatique a répondu par une propagande de plus en plus désespérée. Joseph Goebbels a proclamé la guerre totale, exigeant que chaque gramme d'énergie nationale soit sacrifié sur l'autel d'une victoire qui, pour les yeux les plus attentifs, se sentait déjà comme un mirage. Les haut-parleurs criaient des slogans sur des armes secrètes miraculeuses et une volonté de fer qui inverserait le destin. Mais les mots se heurtaient à la réalité des hôpitaux pleins et des trains qui revenaient du front chargés de défaites. Le fossé entre ce qui se disait à la radio et ce qui se ressentait dans les rues est devenu un abîme infranchissable, où la foi dans le leadership a commencé à être remplacée par l'instinct le plus basique de survie, tandis que le front se déplaçait inexorablement vers le cœur de la patrie. Le ciel lui-même est devenu un messager de feu, apportant le conflit directement aux portes de ceux qui ont cru que la guerre se produirait toujours dans des terres lointaines. La destruction que l'Allemagne avait semée à Varsovie, Rotterdam et Londres est revenue avec une furie multipliée à travers les campagnes aériennes qui ont converti les centres culturels de la nation en décombres et des villes comme Hambourg, Berlin et Dresde se sont transformées en brasiers gigantesques où l'histoire et l'architecture se sont fondues sous la chaleur des bombes incendiaires. À Hambourg, l'opération Gomorrhe a déchaîné des tempêtes de feu si intenses que l'air lui-même semblait se consumer, laissant derrière lui des paysages lunaires, de cendres et de silence. Ces attaques ne discriminaient pas entre objectifs industriels et quartiers résidentiels, cherchant à briser non seulement la production de guerre, mais l'esprit d'un peuple, qui se sentait abandonné par ses propres dieux. Le coût en victimes civiles fut incalculable et profondément traumatisant. Des milliers de familles se sont vues réduites à des personnes brûlées, des citoyens qui avaient tout perdu et erraient dans les ruines avec leurs quelques biens dans des brouettes. La mort n'était plus quelque chose qui arrivait aux soldats sur le front oriental. Elle guettait maintenant dans le salon de la maison ou dans le sous-sol de l'immeuble. Ce siège constant a généré un traumatisme psychologique dans la population qui marquerait des générations entières. Le son des sirènes anti-aériennes provoquait une anxiété paralysante et l'obscurité des couvre-feux obligatoires enveloppait les villes dans une atmosphère de cauchemar où le seul réconfort était de survivre à une nuit de plus de fracas et de terreur. Ce climat de destruction absolue a radicalement changé la perception du conflit. Pour l'Allemand moyen, la guerre n'était plus vue comme une geste pour l'honneur ou l'espace vital, mais comme une catastrophe naturelle dont personne ne pouvait s'échapper. Le soutien au régime qui fut, autrefois enthousiaste, s'est transformé en un mélange de peur de la Gestapo et un besoin agonisant que l'horreur se termine peu importe comment, en voyant leurs foyers convertis en cendres et leurs églises en squelettes de pierre. Beaucoup ont compris que le prix de l'ambition de leurs dirigeants avait été l'anéantissement de leur propre identité. La réalité de la défaite n'était plus une possibilité lointaine, c'était l'odeur de poussière et de mort qui imprégnait chaque rue d'Allemagne, annonçant que la fin d'une ère était sur le point de se consommer dans les moments de plus grande obscurité, quand la machine de l'État semblait avoir dévoré la volonté de toute une nation, ont surgi de petites flammes de dissidence qui ont refusé d'être éteintes. La résistance interne allemande représente une des facettes les plus complexes et tragiques du conflit. Ce ne fut pas un mouvement de masse coordonné, mais une constellation de voix isolées, ceux qui ont dit non quand le silence était l'option la plus sûre. Ces hommes et femmes provenant de toutes les couches de la société ont affronté la tâche titanesque d'essayer d'arrêter un Léviathan depuis ses propres entrailles, sachant que leur lutte dans la majorité des cas finirait à l'échafaud ou devant un peloton d'exécution. En explorant les divers groupes d'opposition, nous découvrons que la résistance n'avait pas une couleur politique unique, mais était une mosaïque de consciences éveillées par l'horreur dans les couloirs des universités.
des jeunes comme les frères Scholl et leur groupe. La Rose Blanche ont distribué des tracts qui faisaient appel à la morale chrétienne et à la liberté individuelle, dénonçant les crimes sur le front oriental, avec une clarté qui glaçait le sang simultanément dans les cercles religieux des pasteurs. Comme Dietrich Bonhoeffer, se sont opposés à la nazification de l'Église, argumentant que le service à Dieu était incompatible avec l'obéissance à un tyran. Même dans les quartiers ouvriers de Berlin, de petites cellules communistes et socialistes tentaient de saboter la production de guerre maintenant vivante. Une flamme de rébellion dans un environnement où même les murs semblaient avoir des oreilles. Cependant, le défi le plus direct et dangereux est venu de là, où le régime se sentait le plus sûr. L'armée elle-même, l'attentat du 20 juillet 1944. Dirigé par le colonel Klaus von Stauffenberg, fut le point culminant d'années de conspiration silencieuse par des officiers de haut rang, qui ont compris que Hitler menait l'Allemagne vers un anéantissement total. L'opération Valkyrie ne fut pas seulement une tentative d'assassinat, mais un plan pour prendre le contrôle de l'État et chercher une paix négociée avec les Alliés. L'explosion de la bombe dans la tanière du Loup, en Prusse orientale, a failli changer le cours de l'histoire. Mais le hasard et la structure blindée du bunker ont permis que le dictateur survive. La réponse fut une purge sanglante qui a éliminé l'élite militaire pensante, démontrant que le régime préférait se dévorer lui-même plutôt que de céder le pouvoir. Le risque de s'opposer au régime était en termes littéraux absolus. Dans le Troisième Reich, la dissidence ne se punissait pas seulement par la prison, mais par la torture systématique de la Gestapo et l'exécution publique. Le concept de responsabilité familiale signifiait que si une personne résistait, toute sa famille enfant, conjoints et parents, pouvaient être envoyés dans des camps de concentration où exécuter cette cruauté institutionnalisée convertissait l'acte de résistance en un fardeau moral insupportable, obligeant l'opposant à choisir entre sa conscience et la vie de ses proches. Les rues étaient infestées d'informateurs, et le climat de suspicion était si dense qu'un simple commentaire critique sur la pénurie de nourriture dans une file d'attente pouvait être rapporté comme haute trahison, finissant par une exécution rapide, après un procès fantoche, devant le redouté tribunal du peuple. Face à une telle brutalité, surgit la question récurrente dans les débats historiques. Pourquoi furent-ils si peu? Oser agir, la réponse ne réside pas dans une supposée malice inhérente du peuple allemand, mais dans une combinaison de facteurs psychologiques et sociaux conçus pour la paralysie. Le succès précoce d'Hitler dans l'économie et sur le champ de bataille a créé un voile de légitimité qui fut difficile à déchirer pour le citoyen. Moyen de plus, le contrôle total de l'information empêchait que les gens comprennent l'ampleur réelle des crimes de l'État, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La majorité des personnes se sont réfugiées dans l'émigration interne, un état de déconnexion mentale où ils essayaient d'ignorer la réalité politique pour se concentrer sur la survie quotidienne. La peur du chaos, le nationalisme mal compris et l'efficacité de la terreur étatique ont créé un environnement où la résistance n'était pas seulement dangereuse, mais où pour beaucoup, elle semblait une forme de suicide inutile. Ces quelques-uns qui ont décidé d'agir l'ont fait pousser par une vision d'une Allemagne future qui pourrait regarder le monde dans les yeux sans honte. Bien que leurs efforts n'aient pas réussi à renverser le régime de l'intérieur, leur sacrifice a laissé un héritage éthique inestimable. Ils nous ont rappelé que même dans le système le plus oppressif, l'être humain conserve la capacité de choisir le bien sur le mal et que la véritable loyauté à la patrie exige parfois la désobéissance absolue envers ses gouvernants, leur histoire, et le témoignage que l'esprit humain, bien qu'il puisse être réduit au silence, ne peut jamais être complètement domestiqué par la tyrannie à mesure que la tentative de coup d'État du 20 juillet sombrait dans la répression.
La dernière opportunité d'une sortie interne pour l'Allemagne s'est évaporée, laissant le destin de la nation entre les mains d'une guerre d'anéantissement qui se refermait maintenant comme un point de fer sur les ruines fumantes de ces villes. Le dénouement de cette tragédie ne fut pas une chute ordonnée, mais un effondrement catastrophique qui a réduit les ambitions impériales à un tas de décombres et de cendres, avec l'effondrement final du Troisième Reich. Le monde a été témoin d'une défaite totale, une conclusion absolue qui n'a laissé aucun recoin du territoire germain sans les cicatrices du feu et du fer. La nation qui a autrefois rêvé d'une hégémonie de 1000 ans s'est trouvée piégée dans un étau qui se refermait avec une force implacable, transformant la carte de l'Europe en un scénario de ruine où la survie était le seul objectif restant, alors que le calendrier marquait les premiers mois de 1945, l'avancée alliée depuis l'Ouest et l'Est est devenue une marée incontenable qui dévorait les dernières défenses de la Wehrmacht par l'Ouest. Les forces anglo-américaines ont traversé le Rhin, brisant le dernier grand obstacle géographique et s'enfonçant dans le cœur industriel de l'Allemagne. En même temps, par l'Est, l'armée rouge avançait avec une furie nourrie par des années d'occupation brutale traversant l'Oder et se situant aux portes de la capitale. Le soldat allemand, qu'il soit un vétéran épuisé ou un enfant des jeunesses hitlériennes, se retrouvait à lutter dans une guerre qui n'avait plus de sens stratégique, mais qui était simplement une inertie de destruction. La pince des Alliés a non seulement étranglé les lignes d'approvisionnement, mais a fragmenté l'autorité de l'État, laissant des unités entières, isolées, dans une défense désespérée de villages et de villes qui n'avaient plus de salut. À l'épicentre de ce désastre se trouvait un Berlin en ruine, une métropole qui est passée d'être le joyau du régime à un cimetière de briques et de poussière. La bataille pour la ville fut l'une des plus sanglantes de l'histoire, une lutte rue par rue. Sous-sol par sous-sol, où la distinction entre combattants et civils s'est effacée complètement. Les Berlinois qui avaient survécu à des années de bombardements aériens devaient maintenant affronter le fracas des orgues de Staline et le combat direct à leur propre porte. Le métro est devenu le refuge de milliers de personnes qui vivotaient entre l'obscurité et la faim, tandis qu'à la surface, les derniers défenseurs tentaient d'arrêter l'avancée des chars soviétiques. Avec des armes improvisées, la capitale du Reich était maintenant un paysage surréaliste. D'incendies constants où l'odeur de poudre et de mort se mélangeait à la poussière des bâtiments historiques qui s'effondraient où l'humanité a été sacrifiée sur l'autel d'un pouvoir qui à la fin n'a pu protéger ni ses partisans, ni lui-même. L'Allemagne a émergé de ses cendres. Avec la tâche herculéenne de se souvenir pour ne pas répéter, transformant sa défaite totale en la graine d'une nouvelle conscience démocratique, qui est aujourd'hui le pilier de sa société. La fumée de la bataille s'est dissipée enfin pour révéler un paysage qui n'appartenait plus aux vivants, mais à la mémoire de ce qui fut autrefois, laissant place à la période de l'Allemagne. Après la guerre, la nation s'est réveillée d'un rêve de 1000 ans pour se retrouver submergée dans un cauchemar de culpabilité, de ruines et de reconstruction, où chaque pas vers le futur était lesté par les décombres d'un passé récent que le monde n'était pas disposé à oublier. Ce qui restait n'était pas un pays, mais un territoire fracturé et occupé, habité par des êtres humains qui devaient apprendre à respirer dans une atmosphère saturée de honte et de nécessité. La réalité immédiate de l'après-guerre fut une lutte agonisante contre la faim et le déplacement des villes, qui furent autrefois des centres de culture, étaient maintenant des labyrinthes de gravats où les femmes des décombres passaient les journées à nettoyer des briques de leurs propres mains pour tenter de lever une apparence de foyer des millions de réfugiés qui fuyaient les territoires.
perdus à l'Est, ont inondé les zones d'occupation, créant une crise humanitaire où la nourriture est devenue la monnaie la plus précieuse. L'hiver de l'année 0 fut un ennemi aussi cruel que la guerre elle-même, obligeant une population dénutrie à chercher de la chaleur parmi les ruines, tandis que le système de transport et d'approvisionnement restait dans un état de paralysie totale. Au milieu de ce chaos matériel a commencé le processus de reddition de comptes à travers les procès de Nuremberg. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les leaders survivants du régime furent amenés devant un tribunal international pour répondre de crimes qui défiaient le langage juridique traditionnel pour le citoyen allemand moyen. Ces procès furent le miroir où ils se virent obligés de regarder le vrai visage du système qu'ils avaient enservi ou qu'ils avaient toléré les enregistrements des procès diffusés par la radio, et la presse ont agi comme un bistouri qui a ouvert les plaies de la conscience nationale, dépouillant le national-socialisme de toute trace de mystique héroïque, et le révélant comme une entreprise criminelle de proportions industrielles. Ce processus de justice internationale a facilité le choc avec la réalité de l'Holocauste. Une vérité que beaucoup d'Allemands avaient tenté d'ignorer ou de minimiser pendant les années du conflit, les forces d'occupation ont obligé les populations locales à visiter les camps de concentration fraîchement libérés, les confrontant directement à l'horreur des fosses communes et des chambres à gaz. Voir les images des survivants et l'échelle de l'extermination a provoqué une fracture émotionnelle irréversible. Le déni n'était plus une option. La découverte que leur bien-être temporaire s'était construit sur la souffrance et l'anéantissement de millions d'êtres humains est devenue la charge la plus lourde de la reconstruction. Une ombre qui se projetterait sur l'âme allemande durant les décennies suivantes. Finalement, la grande question qui définirait le futur fut « Comment les Allemands ont traité ce qui s'est passé dans le silence de leur intimité ?» Une génération marquée par le silence des pères a surgi, où la culpabilité collective se mélangeait au désir désespéré d'oublier pour pouvoir continuer à vivre. Le processus de dénazification a cherché à purger les institutions. Mais la purge la plus difficile s'est produite lors des dîners familiaux et dans les salles de classe où a commencé à germer une nouvelle identité basée sur le plus. Jamais la reconstruction ne fut pas seulement de béton et d'acier, mais de valeurs morales, qui avaient été piétinées. L'Allemagne a appris que sa véritable résurrection ne viendrait pas du pouvoir militaire, mais de sa capacité à reconnaître son passé et à transformer cette douleur en un engagement inébranlable envers la paix et la dignité humaine. L'écho des bottes sur le pavé et le rugissement des moteurs se sont enfin évanouis, laissant derrière eux un silence qui pèse autant que l'histoire elle-même, enfermant ce parcours par la perspective allemande de la Seconde Guerre mondiale. Il nous reste une vision d'une nation qui, après avoir atteint les sommets de l'ambition et de la puissance technologique, s'est précipitée vers un abîme d'autodestruction et de déshonneur. Ce que nous avons exploré n'est pas seulement une chronique de tactiques militaires ou de décisions politiques, mais le portrait d'une société qui a permis que la peur, le ressentiment et la propagande étouffent sa boussole morale, nous rappelant que la civilisation est un voile fragile qui requiert une vigilance constante de notre propre conscience. Aujourd'hui, les ruines de Berlin ont été remplacées par du verre et de l'acier, mais les leçons de ce chapitre sombre restent gravées dans la mémoire du monde. L'histoire de ces années-là nous murmure que le véritable pouvoir ne réside pas dans la force de l'acier, mais dans la capacité d'une société à résister à la séduction de la haine et de l'autoritarisme, en comprenant comment une nation cultivée a pu se voir entraînée vers une telle catastrophe. Nous obtenons les outils nécessaires pour protéger notre présent, la Seconde Guerre mondiale. Vue par les yeux de ceux qui ont habité l'épicentre du conflit, devient ainsi un miroir nécessaire, bien que douloureux,
où nous devons nous regarder pour assurer que les ombres du passé ne reviennent pas obscurcir notre futur commun si vous avez trouvé de la valeur dans cette enquête et souhaitez approfondir le récit sans interruption. Je vous rappelle que vous pouvez trouver des narrations de ce type disponibles au téléchargement dans le lien qui apparaît dans la description de cette manière. Vous pourrez profiter de ce contenu à tout moment et n'importe où de façon propre et sans publicité gênante. Merci beaucoup de nous accompagner dans ce voyage à travers le temps et de consacrer votre attention à ces faits qui ont défini notre ère. Si l'histoire rigoureuse vous passionne et que vous voulez continuer à explorer les grandes énigmes du passé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de nous laisser votre avis dans les commentaires. On se voit dans la prochaine aventure vers le passé.